Est-il vrai que le médicament Asacol, qu'on a vu tantôt, peut aider à prévenir la survenue éventuelle du cancer du côlon sur le long terme lorsqu'on souffre d'une colite ulcéreuse? Ben, c'est une excellente question. Il y a eu des études de fait. Comme dans n'importe quoi, il y a eu des études positives, il y a des études négatives, mais il y a eu une grosse étude justement dans les pays scandinaves, en Suède, qui est sortie il y a quelques années, où on semblait avoir une tendance à la protection, j'en ai mentionné un petit peu aussi pendant la conférence, à la protection du côlon vis-à-vis le développement du cancer colorectal. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à prendre ces médicaments, mais c'est associé aussi à la cicatrisation de la muqueuse. La cicatrisation, la guérison de la muqueuse, c'est pas juste le Remicade qui va faire ça, là. Même les 5-ASA, l'Asacol, le Mesavant, ces médicaments-là, peuvent cicatriser la muqueuse et faire la job, comme on dit, avec des médicaments beaucoup moins compliqués que les biologiques. Je pense que ça serait important de continuer à prendre les médicaments. Maintenant, est-ce qu'on la garde à la haute dose ou on peut réduire un peu la dose? Là, c'est controversé, mais on pourrait peut-être réduire la dose à ce moment-là, par exemple. Merci beaucoup. Donc, une question de quelqu'un de la salle. Vous avez parlé tantôt des effets sur les yeux. Quels sont les symptômes qui peuvent toucher les yeux? Dans la colite ulcéreuse, causée par la maladie, un œil rouge. Un œil rouge. Ça peut être une banale conjonctivite, là. Mais je veux dire, quelqu'un qui a un œil rouge, c'est-à-dire le blanc des yeux rouges, commence à avoir une certaine perte de vision, et je pense que c'est important. C'est important de consulter, d'appeler son médecin et qui va certainement vous référer à un ophtalmologiste. Moi, dès que j'ai un œil rouge dans une colite ulcéreuse, même si je suis à peu près certain que c'est une petite conjonctivite virale qui a attrapé la semaine passée, là, je le fais voir en ophtalmo, je ne prends pas de chance. Parce que ça se traite facilement avec des gouttes de cortisone. Ça c'est pas compliqué, ça. Il y a des conditions aussi plus sérieuses qui peuvent survenir. Donc, un œil rouge. L'autre aspect, je l'ai mentionné tantôt, si on prend de la cortisone à long terme, ça peut causer des cataractes aussi. On ne devrait plus donner de la cortisone à long terme. On s'entend là-dessus, mais il y a peut-être certains causes, c'est difficile, mais ça peut causer ça, des cataractes, la cortisone. D'accord. Alors, la même personne a posé cette question. La sclérodermie est-elle une maladie de peau qui annonce la colite ulcéreuse? Laquelle? Sclérodermie. Non. Non, la réponse, je vois pas de lien entre les deux. D'accord. Alors, je suis très content en passant parce que les questions commencent à rentrer de la salle. Maintenant, on est égal avec les questions qui sont venues du webcast. Alors, c'est beau. Une question de quelqu'un qui était en ligne. Qu'est-ce que les gens trouvent difficile avec le réservoir créé lors d'une chirurgie quant à l'adaptation? Écoutez, moi, je ne suis pas chirurgien, mais je vois quand même les patients qui ont déjà été opérés. J'en vois quand même. C'est que les gens ne penseront pas de 15 selles par jour à une selle par jour en overnight. Là, ça va prendre une certaine adaptation. Là. À un moment donné, ils vont avoir 6 selles, 16 selles, 8 selles. Puis progressivement, à la longue, ça va diminuer. Il y en a qui ne s'habitueront jamais, remarquez. Là. Mais la plupart du temps, il va y avoir une période d'adaptation. Il faut également surveiller, il peut y avoir des complications lors de la chirurgie, puis les réservoirs peuvent entraîner aussi des fistules, des abcès, des choses comme ça, des infections. C'est ça qu'il faut vérifier. C'est une nouvelle aventure qui, la plupart du temps, se passe bien, mais il faut quand même avoir des précautions. Il n'y aura plus de sang dans les selles. Ça, c'est certain qu'il n'y aura plus de sang dans les selles, c'est fini après. Mais il faut surveiller également le réservoir parce que des fois, il y a une partie de la muqueuse de l'intestin, une petite collerette qu'ils vont laisser lorsqu'ils font le réservoir. Puis il faut la surveiller parce qu'il
tu demeures à risque de développer un cancer du côlon là-dessus, là, même si c'est ça de l'âge. Ça s'est déjà vu. Donc, il faut quand même continuer à être suivi. D'accord, merci beaucoup. Donc, un autre de quelqu'un qui était en ligne. Comment sait-on quand la muqueuse est cicatrisée? La seule façon, c'est d'aller regarder dedans. Il y a un test qui se fait actuellement, mais qui d'après moi, d'ici quelques années, ça va être à peu près, en tout cas dans toutes les régions du Québec, c'est juste un simple test de sel. On recherche la calprotectine. C'est quoi la calprotectine? C'est une protéine qui est sécrétée par les cellules de l'intestin. Dès qu'il y a de l'irritation, ça peut être une tourista à Cuba, comme la colite ulcéreuse, on la retrouve. Hein, c'est inflammatoire, puis ça tombe dans les selles. Et on peut calculer le taux de calprotectine fécale dans les selles. C'est presque aussi bon que l'endoscopie. Parce qu'on sait qu'on peut, comme j'ai mentionné tantôt, on ne peut pas passer un tube là à chaque visite que vous venez. Là, c'est carrément impensable. Donc, vérifier la cicatrisation de la muqueuse. Oui, c'est la meilleure méthode, c'est par l'endoscopie. Ce qui s'en approche beaucoup, ça va être la calprotectine. Le test, c'est pas compliqué. C'est un échantillon de sel dans un petit pot, puis c'est tout. Là. Je veux dire, le laboratoire va analyser ça. Alors ça, c'est peut-être la chose qui va diminuer le nombre d'endoscopies juste pour vérifier la muqueuse. Effectivement. Les symptômes ne suffisent pas. Le patient va bien, le patient ne va pas bien. Éventuellement, il va falloir faire une endoscopie pour vérifier. Merci beaucoup. On commence à recevoir pas mal. Donc, question intéressante. La personne de la salle a posé la question pourquoi les pays du Nord? Vous avez parlé de l'incidence de la maladie. Bien, c'est une bonne question aussi. Ouais. On ne le sait pas. Tout ce qu'on constate, c'est que plus on s'éloigne de l'équateur, soit vers le nord, il y a beaucoup plus de pays vers le nord, que vers le sud, plus l'incidence est augmentée. Puis plus vous vous rapprochez de l'équateur, il n'y a presque pas de colite ulcéreuse. Ça c'est bien établi. Alors, c'est pour ça que les pays scandinaves, le Canada, c'est quasiment les pays les plus nordiques au monde. Là. Il y a la Russie aussi. C'est à peu près tout. Et de l'autre côté, en Australie, vers le sud. Mais pourquoi? Est-ce que, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a la génétique, il y a l'environnement. Mais là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'environnement. Là. Il y a eu des études canadiennes, même à Winnipeg, où ils ont analysé l'eau de tous les quartiers de la ville. Ils ont regardé l'incidence de colite ulcéreuse dans tous les quartiers de la ville. Ils ont analysé l'eau pour à peu près tout ce que vous voulez, les métaux lourds. Mettez-en, hein, c'est à la mode, là. Pas capable de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait causer ça. Là. On ne l'a pas encore, ça. Et actuellement, on fait partie d'une étude pan-canadienne qui vise à observer la famille, c'est-à-dire les enfants de 5 à 35 ans, les enfants des gens qui ont la colite ulcéreuse, OK? Et la maladie de Crohn. Pour les observer pendant 5 ans, pour voir, à l'aide de prise de sang, urine, etc., questionnaire, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait associer à ça? Alors, c'est sûr que si les deux parents sont atteints de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn, les chances que les enfants soient atteints, c'est pas 100%, là, mais sont plus élevées. OK? Quand un seul parent est atteint, le risque est très, très légèrement augmenté. Là. C'est loin d'être certain que l'enfant va l'avoir. Là, mais quand les deux parents sont atteints, ça, on sait que là, l'incidence est plus élevée. Là. Ça, c'est officiel. Mm-hmm. Merci. Donc, une autre question de quelqu'un en ligne. Que pensez-vous du régime hypotoxique de Mme Jacqueline Lagacé? Hypotoxique, c'est... Je ne suis pas certain de... OK. C'est-tu le FODMAP, ça? Non? Non, je ne crois pas ça. Je ne sais pas qui c'est. Puis J'aille plus d'informations. Écoutez,
On a parlé de BRAT là, tantôt. Là. Il y a toutes sortes de recettes qui poussent à gauche et à droite. Pas juste dans la colite ulcéreuse, hein, dans la maladie de Crohn, dans le côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable aussi. Là, il y a toutes sortes de choses qui s'essayent actuellement. Il y a du développement. Mais carrément, cette diète-là, là, hypotoxique, c'est pas exactement. On passe à un autre de quelqu'un ici dans la salle. Est-ce qu'une rectite ulcéreuse va éventuellement se diriger vers une colite ulcéreuse? C'est une rectite? Rectite ulcéreuse. 10 à 15 %. Okay. Alors, les gens qui sont atteints d'une rectite, une proctite, là, c'est la même chose. Mettons 10-15 cm. C'est la forme la plus bénigne de la colite ulcéreuse qui se traite avec des lavements, des suppositoires. Faut quand même... Moi, je les vois une fois par année. Ça, c'est des maladies. Même si tout va bien, la colite ulcéreuse, Crohn, le minimum, c'est une fois par année, là, voir le gastro-entérologue. Là. On peut pas... Des fois, on en attrape, ça fait 6 ans qu'on les a pas vus. Puis là, ils étaient ramassés à la cuillère, ils ont perdu 25 livres, ça va mal. Mais là, au moins une fois par année. Et on va se méfier, dans la proctite ulcéreuse, on va se méfier. Quand le patient a beaucoup de symptômes, on va retourner à l'intérieur, on va aller voir, puis ça arrive, oui. Un 10 à 15 % de progression plus proximale, ça arrive, ça. Voici une très bonne question qui va directement au cœur du problème. C'est que peut-on guérir de la colite ulcéreuse et ne plus prendre du médicament? Moi, je vous dirais non. À l'heure actuelle, non. Peut-être dans 25 ans, dans 30 ans, on aura trouvé des médicaments que tu donnes pendant 2 mois, puis c'est fini. Mais actuellement, non. Même les gens qui ont une coloscopie normale depuis 5, 6 ans, 10 ans, moi, je dis toujours la même chose. C'est une analogie avec le cancer. Vous êtes en rémission. Vous êtes en rémission. Probablement que vous n'aurez plus de troubles là, après 7-8 ans de côlon normal, mais ce n'est pas une raison d'arrêter les médicaments. On peut les modifier, certains médicaments, mais de tout arrêter d'un coup sec, actuellement, là, non. Voici une question un peu technique. Si on a dû prendre des immunosuppresseurs et des 5-ASA, est-ce que c'est possible que le gastro-entérologue prescrire d'arrêter de prendre les immunosuppresseurs et de ne poursuivre qu'avec le Mezavant? Oui, c'est une bonne question. On a parlé que chez les jeunes hommes, il y avait une incidence augmentée. C'était peut-être le groupe d'âge avec les 65 et plus de lymphome. Ça nous arrive d'arrêter les immunosuppresseurs lorsqu'ils sont à l'étape des biologiques, par exemple. Ça arrive souvent. Maintenant, arrêter les immunosuppresseurs pour ne donner que les 5-ASA, on n'a pas vu ça souvent. L'inverse est vrai, c'est-à-dire arrêter les 5-ASA puis poursuivre avec les immunosuppresseurs à long terme, oui. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, ça se discute, ça peut se faire avec un follow-up serré, par exemple. D'accord. Merci. Voici une autre question de quelqu'un de la salle. J'ai la colite ulcéreuse depuis maintenant 32 ans. Je m'inquiète à savoir mon pourcentage de risque de cancer et mon espérance de vie. Bon, 30 ans. Autrefois, on disait que c'était 1 % par année. Donc, 30 % à 30 ans. On sait que c'est quand même moins que ça, là, actuellement. Et individuellement, chaque gastro-entérologue, on n'a pas vu tant que ça. On le sait qu'il y a une incidence augmentée. Mais chacun d'entre nous, si on a vu 2 ou 3 dans notre carrière se développer sur une colite ulcéreuse, bon, c'est peut-être 3 de trop, mais on sait que c'est moins que 1 % par année. C'est peut-être 20 % au bout de 30 ans. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des colonoscopies quand même assez régulières avec des biopsies dirigées, etc., pour minimiser parce que quand ça arrive, ça a une évolution quand même plus rapide. Parce que habituellement, on fait des colonoscopies aux 3 ans, puis ça nous est arrivé 1 ou 2 fois, entre l'épisode de 3 ans que ça se développe. Mais c'est rare. Hein. C'est quand même très rare.
D'accord. Une autre question de la salle. Y aurait-il un lien entre la maladie et la consommation de viande? Bon, je dirais pas ça, non. C'est pas prouvé, en tout cas. Non. D'accord. Quel est le meilleur médicament antispasmodique? Antispasmodique? Oui. Je dirais que dans la colite ulcéreuse, comme j'ai mentionné tantôt, à utiliser avec parcimonie, c'est peut-être pas le numéro 1 là, à utiliser. Je dirais, moi, j'utilise le Bantilol, là, qui est un médicament, écoutez, ça fait 70 ans que c'est sur le marché, ça. Une question encore intéressante. Au début de la conférence, vous avez mentionné que la colite ulcéreuse est causée par l'environnement. Qu'est-ce qu'on entend par l'environnement, selon vous? C'est notre capacité, c'est la capacité de notre système immunitaire à réagir à quelque chose dans l'environnement. Mais comme j'ai mentionné tantôt, là, peut-être que les gens se joignent à nous en cours de route. Il y a beaucoup d'études sur l'environnement, comme on l'entend, nous, là, les métaux lourds, ces choses-là. Malheureusement, on n'a pas encore mis le doigt sur le bobo. Mais qu'est-ce qui fait que tel individu réagit de telle façon face à certaines situations? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement, dans les pays nordiques, qui favorise ça? Est-ce qu'on est trop propre dans les pays nordiques? C'est toutes des choses qui ont été mises sur la table. Mais la science, ça marche par statistique, puis par une différence statistique significative, puis on n'arrive pas encore à savoir exactement. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça se peut pas que pourquoi, je ne sais pas, là, l'incidence, il n'y en a presque pas dans les Caraïbes, par exemple, puis il y en a plein au Canada, puis au Danemark. Il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a pas mis le bobo dessus. Il nous reste quelques minutes et il me reste quelques questions. Donc, est-ce que le fait de prendre plusieurs anti-TNF au cours de la maladie pour le contrôler diminuerait leur efficacité? Le deuxième anti-TNF est-il moins efficace que le premier? Bon. Il est certain que lorsqu'on commence un traitement, que ce soit dans la colite ou dans la maladie de Crohn, il peut y avoir une perte de réponse. Il y a, dans un certain pourcentage de cas, une perte de réponse au bout de quelques années, par exemple. Si on a bien répondu au début, là, il peut y avoir une perte de réponse. Les études actuelles dans la colite ulcéreuse, avec les deux autres, admettons celui qui est sur le marché depuis le plus longtemps, c'est le Remicade, là. Si on veut changer à un des deux autres, actuellement, on n'a pas de données. Les gens peuvent le faire pour l'essayer comme ça, mais on n'a pas de données scientifiques. C'est-à-dire qu'avec le Symphony qui vient d'apparaître sur le marché en colite ulcéreuse, les gens qui ont été mis sur cette étude-là, c'était tous ce qu'on appelle des naïfs, c'est-à-dire c'était des patients qui n'avaient jamais reçu d'anti-TNF. OK? Puis dans l'Humira, qui est l'autre médicament sous-cutané, oui, il y a eu des patients qui ont été inclus, des échecs du Remicade qui ont été inclus, et ça n'a pas été bon. On sait que le deuxième, l'Humira, qui passe après un échec du Remicade, actuellement, il n'y avait à peu près pas de différence avec un placebo. Donc, on n'a pas de données scientifiques actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans 5 ans, là, mais actuellement, là, on n'a pas de données là-dessus. On mise des espoirs sur le vedolizumab qui devrait arriver, comme je vous ai dit, dans quelques jours aux États-Unis, parce que c'est une autre classe de médicaments. Mais actuellement, il n'y a pas de données positives pour un deuxième anti-TNF lorsque le Remicade a échoué. Donc, en parlant de ce médicament que je n'oserais pas répéter, parce que vous l'avez dit très bien, la question ici de quelqu'un en ligne, c'est qu'une fois que c'est approuvé aux États-Unis,
mais pas ici au Canada et disponible au Québec. Est-ce qu'il y aurait-il une moyenne pour une patiente de l'accéder s'il n'y a pas d'autres médicaments qui est efficace? Actuellement, j'ai essayé pour certains patients, en dehors d'études cliniques. Puis là, l'étude clinique pour le vedolizumab est terminée. En dehors des études cliniques, c'est pas possible. Ça, c'est une question de... C'est pas les docteurs, c'est pas Santé Canada. Je pense que c'est une question de la compagnie. C'est une question corporative. Ouais. Maintenant, ce qui peut changer les affaires, c'est l'approbation officielle aux États-Unis et en Europe. Là, peut-être que la compagnie va changer son fusil d'épaule et peut-être le permettre de façon, comme ils appellent ça en anglais, compassionate use, là, Oui. pour certains patients. Ça peut changer là, la semaine prochaine. C'est à surveiller. Donc, une fois que c'est approuvé par le FDA, peut-être qu'il y aurait des chances. Mais ça devrait de l'espoir. atteindre le marché canadien, je vous le dis, d'ici le début 2015, donc un 6 à 8 mois. Maintenant, quand Santé Canada approuve le médicament, là, il faut que chacune des provinces, dont le Québec, où vous vivez ici, vont l'approuver, mais vont le rembourser aussi. C'est beau de l'approuver à Ottawa. Je pense qu'il n'y aura pas de problème là, mais est-ce qu'ils vont... J'ai aucune idée du prix. Il va sûrement être compétitif avec les autres, là, mais compétitif avec les autres, c'est cher, là. Et là-dessus, c'est là où nous rentrons dans le jeu, pour préconiser pour la part des patients, pour les aider à accéder et avoir accès à ces médicaments-là. Question encore de quelqu'un en ligne. À quel point les tests de sang qui mesurent l'inflammation sont-ils fiables versus une endoscopie ou les tests de sel dont vous avez parlé? C'est sûr que le meilleur test, c'est l'endoscopie. Dans la colite ulcéreuse, on s'entend là-dessus, c'est l'endoscopie. Maintenant, j'ai parlé de la calprotectine tantôt. Ça reflète très bien l'endoscopie. Il y a eu une étude là-dessus là, qui avait sorti l'année dernière au Congrès américain et qui démontrait que, bon, à 95 % ça reflétait ce qu'on voyait en endoscopie. Donc, ça pourrait couper, tu sais, le nombre d'endoscopies. Un simple test de la calprotectine. Peut-être que la référence de la question pour la prise de sang, c'est ce qu'on appelle la CRP, qui est un indice d'inflammation qui est fait de routine là, dans tous les hôpitaux. Là. Ce qu'on appelle la CRP, la protéine C-réactive. C'est pas fiable à 100 %. C'est moins fiable. C'est pas mauvais, mais c'est plus fiable dans la maladie de Crohn que dans la colite ulcéreuse. Je ne me fierais pas juste là-dessus. Donc, les deux meilleurs pour refléter la muqueuse, c'est l'endoscopie et c'est la calprotectine. Parfait. Donc, le bon docteur, nous avons 2 autres questions et il nous reste à peu près 3-4 minutes. Donc, ça tombe parfaitement. Est-ce qu'il y a un effet positif sur l'état d'inflammation de consommer davantage d'oméga 3? Je pense pas qu'il y ait eu d'études d'oméga 3 dans la colite. Il y en a eu en Crohn. Ça ne marchait pas. En colite ulcéreuse, ça m'échappe peut-être, mais j'ai pas vu d'études là, qui... C'est pas nocif, là. Mais est-ce que ça aide vraiment la colite? Je ne crois pas. Ou en tout cas, c'est pas prouvé scientifiquement. Là. Merci. Donc, une dernière question de quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on doit abandonner tout espoir d'avoir des enfants si une femme doit prendre des immunosuppresseurs pour le restant de ses jours? C'est une bonne question. La réponse est non. J'ai plein de patients qui ont eu des enfants et qui prennent tous ces médicaments. Dans la grossesse, on n'a pas abordé ça aujourd'hui, mais dans la grossesse, il n'y a aucun de ces médicaments-là qu'on doit stopper. Aucun. Le seul qu'on doit stopper, c'est plus en maladie de Crohn, c'est le méthotrexate, qui est pas donné en colite ulcéreuse. OK? C'est le seul qu'on doit arrêter. Les autres médicaments,
que ce soit les 5-ASA, la cortisone, les immunosuppresseurs, les biologiques, on n'arrête jamais. La seule chose pour les biologiques, parce que c'est quand même relativement plus nouveau que les autres médicaments, même 10-12 ans, là, on a énormément de données là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. C'est juste les 2 derniers mois, on évite une perfusion pour le Remicade. Hein, les gens sont perfusés aux 2 mois. Donc, on essaie de timer la dernière perfusion à 7 mois de grossesse, à peu près, là. Et pour l'Humira, la même chose, on va éviter à la fin, là, les deux derniers mois. Mais on recommence tout de suite après l'accouchement, là. Puis pour les immunosuppresseurs, ça a été controversé pendant des années, mais on est inondé de rapports là-dessus. Il n'y a pas plus de... Je ne vous dirai pas qu'il y a 0 malformation pour l'enfant, tout ça, là. Mais il n'y en a pas plus que dans la population en général. Ça, c'est bien établi. Il y a eu énormément de littérature là-dessus. Il y a des spécialistes aux États-Unis qui ont fait des carrières juste là-dessus. Il n'y a pas plus ça peut arriver, là, quelqu'un qui prend du purinétol, l'Immuran, il peut avoir une malformation quelconque chez l'enfant, mais il n'y a pas plus avec ça que dans la population en général qui ne prennent pas ces médicaments.